mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre Devineau. Journaliste et écrivain. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Ancien magistrat, député honoraire du Rhône. Et bonsoir à vous Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de Face au mur, d'aide désindustrialisation de normes Assistana Insécurité. C'est paru en février dernier. Quelles conséquences, Agnès, le 8 septembre prochain? C'est une date coup près. Si jamais le gouvernement tombe, quel est l'impact sur l'économie française? Est-ce qu'on va continuer benoîtement à gérer les affaires courantes, ou est-ce qu'on court un plus gros risque? Déjà, c'est très ennuyeux parce qu'on est dans une instabilité qui a un impact énorme sur l'économie. Et le problème, c'est que l'instabilité s'aggrave depuis 2022. Ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est 2022, pas de majorité. Ensuite, on a eu 2024, la dissolution. Ensuite, on a eu la motion de censure. Et ensuite, maintenant, on a ce vote de confiance. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit d'année en année? On voit que la croissance n'est pas au rendez-vous, que les prévisions de croissance ne sont pas atteintes, qu'en fait notre PIB, notre richesse nationale, elle s'essouffle, que nos entrepreneurs, tous ceux qui sont les créateurs de richesse de ce pays s'essoufflent, que les ménages ne font que thésauriser parce qu'ils sont très inquiets. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? On est dans un sabordage de la croissance. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas prévoir un scénario qui soit pire pour dégrader en permanence les investissements, les embauches, les projets de tout un chacun, parce que finalement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, tout est à l'arrêt. On n'a pas envie de se dire, tiens, on va investir, tiens, on va mettre des millions sur la table pour construire une nouvelle usine, tiens, on va embaucher. La réalité, c'est qu'on détruit de la richesse nationale. Alors, on a fait une estimation, nous, à la Fondation IFRAP, c'est que entre ce qui s'est passé en 2024 et 2025, pour 2025, on a supprimé à peu près l'équivalent de 18 milliards de richesse nationale. Eh bien, on va continuer dans cette logique-là, et c'est catastrophique. Et en fait, le politique, depuis 2022, alors que ce qui aurait dû se passer, c'est qu'on aurait dû avoir une coalition, on aurait dû avoir de la stabilité. Finalement, on a l'impression que le politique s'acharne à casser notre économie. Mais le 8, en quelques secondes, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on aura une sorte d'année blanche. Il faut pourtant un budget. Le problème, Pierre, c'est que ça peut changer des choses, parce que là, à ce stade, quand même, le Premier ministre avait lancé des choses. Une année blanche, ça ne veut pas juste dire c'est blanc, on fait rien. Dans l'année blanche, on l'a montré à la Fondation IFRAP, ça veut dire qu'il faut faire des vraies économies pour qu'elles soient vraiment blanches. Vous savez pourquoi? Parce que je crois qu'il faut l'expliquer aux auditeurs. La réalité, c'est que si on fait rien, la dépense publique, elle dérive de 50 milliards toute seule. Quand on fait rien. Donc, vous ajoutez les intérêts de la dette. Pour faire une véritable année blanche, en fait, il faut économiser pour rester au niveau de dépenses publiques autour de 1700 milliards de dépenses de 2025. Eh bien, en réalité, il faut prendre des mesures. Les mesures, elles avaient été annoncées peu ou prou par le Premier ministre. C'était ne pas laisser dériver les rémunérations des agents publics, ne pas laisser dériver les dépenses de pension, ne pas laisser dériver les dépenses des collectivités locales, ne pas laisser dériver les dépenses de transport sanitaire, etc. etc. Si on ne fait pas ça, si on ne prend pas ces mesures-là, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir, Pierre? C'est ça. On va avoir une situation où là, on attend 5,4% de déficit cette année. Nous, on s'attend, s'il ne se passe rien sur les questions budgétaires, à dépasser les 6% de déficit l'année prochaine, en 2026. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement 180 à 200 milliards de déficit. Vincent Roy. Oui, bonsoir. Il me semble que c'est mi-septembre que les agences de notation peuvent avoir à se manifester. Qu'est-ce qui peut se passer si les notes sont assez nettement dégradées au vu de l'instabilité politique qui peut, dans notre pays, devenir une réalité? Vous me direz, une nouvelle instabilité politique ou une constante instabilité politique. Mais enfin là, il se passe quand même quelque chose le 8 si Monsieur Bayrou tombe comme les feuilles à l'automne. Oui, c'est sûr que ce sera plus rapide que les feuilles à l'automne. Oui, pardonnez-moi.
On n'aura pas la clémence du printemps, on va dire, où il n'y a pas eu de dégradation de la note de la France. Là, le 12 septembre, c'est très très rapide, c'est la note de Fitch. Le 24 octobre, c'est Moody's. Et le 28 novembre, c'est S&P. Donc ces 3 agences de notation, elles vont se prononcer sur la France et elles risquent effectivement de dégrader la France de AA- à A+. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe d'un niveau finalement de notation sur la France où on était dans une qualité très supérieure, haute qualité de la dette, à une qualité moyenne supérieure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, il y a certains investisseurs, des agents, enfin surtout des assurances, des banques, etc., qui peut-être ne prêteront plus à la France parce qu'ils considéreront que on a changé de catégorie. Alors pas tous, pas tous les investisseurs. Et ça veut dire qu'on aura une profondeur de marché, une capacité en fait à lever de la dette qui sera moins importante. Alors évidemment, ça va peut-être pas faire monter les taux d'une manière incroyable tout de suite, mais vous avez vu déjà ces derniers jours que ça a monté. On est à 3,52 sur la dette à 10 ans. On est juste derrière l'Italie. On est devant tous les autres pays européens. L'Allemagne, c'est 2,7. L'Allemagne, c'est 2,7, absolument. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de devenir le pays où le taux sur la dette est parmi les plus chers. Il y a juste l'Italie devant nous à 3,57, encore devant. Ça veut dire que derrière, la charge de la dette va être de plus en plus chère. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pierre, il y a quelques temps, nous, à la Fondation IFRAP, on avait sorti une étude en disant « Attention, on va aller vers les 4% de taux sur la dette française et la dette coûtera 100 milliards d'euros par an. » À l'époque, on a été énormément vilipendés. On nous a dit que c'était pas possible de dire des choses comme ça, etc. On est à 70 d'intérêt de la dette. Déjà. Voilà. Et donc là, le Premier ministre a dit très clairement qu'on allait être autour de 75 milliards de coûts de la dette l'année prochaine. Et nous, selon nos chiffrages, c'est qu'on serait plutôt proche des 80 milliards. Ça veut dire qu'on s'approche très, très, très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qui a été évoqué par la Banque de France ensuite, suite à nos propres études. On s'approche beaucoup plus rapidement des 100 milliards. Ouais. De charge de la dette. Et là, ça peut devenir très, très compliqué quand même à financer. Ce que vous dites est assez important parce que vous dites, nous, on calcule ça, la Banque de France se veut plus optimiste. Il y a toujours une parole, j'allais dire, qui est là pour embellir. Et d'ailleurs, hier, il s'est passé quand même quelque chose. Absolument. Agnès Verdier-Molinier. Ouais. Vous avez le ministre de l'économie, Monsieur Lombard, qui est chez nos confrères de France Inter le matin. Et qu'est-ce qu'il dit à la question du journaliste ? Est-ce que on doit craindre une tutelle du FMI ? Alors, il répond quand même, mais il se veut honnête. Et il dit c'est une éventualité à laquelle on veut échapper, mais ça existe. Le journaliste lui dit est-ce que ça existe ? Oui, ça existe. Et puis dans la journée, Monsieur Lombard publie un long tweet en disant mais vous savez, il n'y a aucun risque de tutelle, que ce soit de la BCE, que ce soit du FMI, que ce soit ceci, que ce soit cela. Bon, ça sent le coup de fil à plein nez en disant dis donc Lombard. Tu parles un peu trop vite, c'est pas le moment, il faut que tu recules. On l'a malheureusement tous vu, ou heureusement d'ailleurs, puisqu'on est là pour dire la vérité sur Europe 1 et sur d'autres chaînes. Là, en l'occurrence, le vrai du faux de la tutelle du FMI, qu'en pense la Fondation IFRAP ? Mon premier chapitre du livre Face au mur, c'est En attendant le FMI. Ça fait plusieurs mois maintenant. Mais votre livre date de février. Là, on est en fin août. Est-ce que cette tutelle du FMI qu'on redoute, parce que la tutelle du FMI, je parle sous votre contrôle, on va tailler dans les 1000 milliards des dépenses sociales. On va prendre les 500 milliards de dépenses de retraite chaque année. Ça va être moins 30%. Alors, il faut savoir que ces derniers jours, et bon. Le ministre de l'économie s'est fait taper sur les doigts, clairement, et à Matignon, je pense qu'ils n'étaient pas très contents de sa sortie sur France Inter. Et aussi, il y a eu une dépêche de Reuters qui disait attention, le ministre de l'économie française pense que le FMI va arriver en France. Et ça, clairement, sur les marchés, ça se lit. Mais dans les banques, on en parle. Dans les grandes banques d'investissement, c'est un des sujets. Absolument. Et la réalité, c'est que beaucoup de personnes sont encore dans le déni, malheureusement, dans notre pays. Beaucoup d'économistes qui disent mais non, le FMI ne viendrait jamais en France parce que le FMI, en fait, n'a pas la capacité d'intervenir en France, n'a pas, finalement, une surface assez importante potentiellement. Mais en réalité, ce qu'ils disent, c'est que ce serait la BCE. Mais si c'était la BCE, nous, on a étudié les choses dans tous les sens et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La réalité, c'est qu'on aurait le même plan d'austérité que celui du FMI.
FMI. Et là, vous avez tout à fait raison, Pierre. Qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait une baisse des retraites. Ce serait pas une non-indexation sur l'inflation, ce serait une baisse des retraites. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé au Portugal. Voilà. Il y aurait des suppressions de postes très importantes dans les administrations françaises. Il y aurait une augmentation du temps de travail des agents sans augmentation de salaire. Il y aurait des suppressions de primes, etc., etc. Voilà ce qui se passerait. Hein. La réalité, c'est ça. Donc, quand le ministre de l'économie dit, bah oui, il y a un risque de tutelle du FMI, c'est la vérité. Et je trouve qu'aujourd'hui, la classe politique, on a l'impression qu'elle est complètement hors sol, en train de parler de démission, de dissolution, etc. Franchement, il y a une urgence budgétaire qui est telle qu'il devrait être en train de parler de comment on fait pour redresser les comptes publics. Moi, je trouve ça assez incroyable qu'on ne parle que de politique politicienne et très très peu finalement des solutions, parce que des solutions, il y en a plein. Et on a tellement de possibilités pour faire nous-mêmes les choses, pour redresser la barre nous-mêmes. Et en plus, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de ces possibilités sur lesquelles les Français sont tout à fait d'accord. Beaucoup de nos compatriotes sont tout à fait d'accord pour dire on n'a pas à rester au RSA en moyenne 5 ans. Il y a un retour vers l'emploi qui doit se faire absolument. Beaucoup de nos compatriotes pensent que presque 7 milliards de dépenses en transport sanitaire, c'est beaucoup trop important et qu'il faudrait appliquer des franchises de manière beaucoup plus systématique, etc., etc. Donc tout ça, c'est du bon sens. C'est partagé par beaucoup de nos concitoyens. Et on est en train de perdre du temps, de faire un gâchis énorme. Et on parle, et on parle, et on parle, et on laisse pas la place aux idées. Georges Fenech voudrait vous interroger ou peut-être faire une réflexion, cher Georges. Oui, je retiens quand même cette note un peu positive dans votre propos, Agnès, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, en fait. Bien sûr. Il y a des solutions, et vous dites en plus les Français seraient prêts à les accepter, ces solutions, et les soutenir d'ailleurs, hein. Mais que peut-il se passer vraiment concrètement là? Parce que moi j'ai entendu d'ailleurs le président du MEDEF dire toute son inquiétude sur différents sujets. Il a réévoqué la question de l'ISF aussi. Mais concrètement, que peut-il se passer? Monsieur Bayrou a fait l'année dernière, il a réussi son pari sur le budget. Il n'y a pas eu la motion. Mais là, dans l'hypothèse où effectivement le vote de confiance est rejeté, il y aura un nouveau Premier ministre, ça peut être lui d'ailleurs, mais un nouveau Premier ministre, n'est-ce pas? Et il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il présente un autre budget différent de celui de M. Bayrou. Et donc, on s'achemine vers quoi? Vers une reconduction du budget de l'année précédente? En fait, Georges, c'est ça qui est intéressant, c'est que n'importe quelle force politique qui serait aux manettes serait obligée d'appliquer les mêmes recettes. C'est ça la réalité. C'est qu'on est face au mur de la dette, on est dans un pays qui taxe le plus les entrepreneurs, les entreprises, les ménages. On est déjà taxé au maximum de ce qu'on peut faire. Tout ce que racontent les uns et les autres pour dire il faudrait taxer plus les riches, ça rapporterait, etc. Tout ça, c'est complètement, là aussi... C'est des vieilles recettes. Mais des idées qui sont absolument pas réel. C'est complètement hors sol. Tout ce qui a été proposé, la taxe Zuckman qui rapporterait 15 à 20 milliards d'euros, tout ça, c'est totalement faux. Et se dire qu'on va continuer à taper sur les forces vives de la nation, ceux qui créent la richesse, ceux qui créent l'emploi, et les taxer encore plus pour finalement les empêcher de créer de la richesse et derrière avoir un PIB qui s'essouffle encore plus et qui crée encore moins de recettes publiques, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez, Agnès Verdier-Molinier, vous avez entendu comme moi Amélie de Montchalin l'autre jour parler de trous de souris. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher dans les trous de souris. Donc si je comprends bien, les ministres du compte public dit on va peut-être adopter la méthode douce ou la méthode chirurgicale pour savoir où est-ce qu'on peut trouver des milliards. Et puis à l'inverse, alors parce qu'il est un peu caricaturé, il y a le président argentin qui a supprimé des ministères, etc. Mais là, quand on regarde à la loupe les résultats du président argentin, dont certains, notamment aux États-Unis, flattent, je pense, de manière un peu rapide le succès. Bon, d'accord, il a contenu l'inflation qui est passée de 200 à 30%, mais ça reste un pays extrêmement appauvri. Il n'a pas fait des miracles non plus. Milei, il a juste mis un tableau noir en disant afuera, on supprime tout, et à la fin, finalement, le résultat n'est pas si convaincant.
Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a du mal à trouver 40 milliards d'économies alors qu'on dépense 260 milliards de plus que la moyenne des pays dans la zone euro. C'est 10 points. 1700 milliards chaque année, c'est ça ? Oui, c'est ça, 1700 milliards de dépenses publiques. On a 10 points de plus de PIB par rapport aux autres pays en moyenne en Europe en dépenses publiques. Il y a clairement du grain à moudre. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut s'en occuper ? Est-ce qu'on veut fusionner toutes les aides sociales en une allocation sociale unique ? On en parle depuis combien d'années ? Et la faire délivrer par Bercy, oui, ça va demander peut-être de fermer les caisses d'allocation familiale. Voilà, on peut pas garder l'architecture de l'organisation des administrations des années 70. Au moins de façon provisoire. Et se dire que on va réussir à avoir une organisation qui est optimale. L'organisation de nos administrations, elle est catastrophique aujourd'hui, Pierre. Elle est catastrophique parce qu'elle incite à la fraude aussi. Il y a des fuites partout. Il y a des redondances de coûts administratifs. Nous, on a encore montré, en partant des chiffres de l'OCDE, qu'on dépense 119 milliards par an rien qu'en coûts de production de nos services publics. C'est-à-dire, en gros, les dépenses de fonctionnement administratif sur l'ensemble de nos services publics, c'est 119 milliards de plus par rapport à la moyenne des pays européens. Est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire là-dedans ? Mais oui, il y a des tas d'économies à faire là-dedans. Et là aussi, nos compatriotes, tous les Français sont au courant. Ils savent qu'on a trop de collectivités, ils savent qu'on a trop d'États déconcentrés, qu'on a trop d'États, qu'on a trop de sécurité sociale. Il y a trop de feuilles dans le millefeuille. Mais la réalité, c'est que il faut s'y attaquer. Et c'est vrai que le problème que nous avons, c'est que nous avons des gouvernements qui sont extrêmement fragiles, qui en réalité se retrouvent dans des situations où ils font des propositions qui ressemblent à ce qu'on appelle l'année blanche et qui est déjà un pas dans la bonne direction, mais que derrière, il y a toute l'organisation de l'administration française qui est à revoir. Et que nous avons beaucoup trop d'agents publics par rapport aux autres pays. C'est en moyenne, on est un peu en dessous d'1 million de nombre d'agents supplémentaires par rapport aux pays comparables. Il y a évidemment des économies à faire sur la masse salariale, mais ça, c'est vrai que ça reste un sujet où on a l'impression que c'est tabou, alors que dans les pays du nord de l'Europe, ils ont une capacité à regarder en permanence l'efficience, à avoir des droits et des devoirs, à regarder la qualité des services publics qui sont délivrés en face, et c'est ça qu'on n'a pas encore fait. Inspirons-nous, et en tout cas, et lisons Face au mur, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et gardons l'espoir que ça bouge, parce qu'il n'y a aucune raison que la France n'y arrive pas. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier d'avoir été en direct sur Europe 1.